Bonjour, bienvenue à Second Regard. Les deux hommes que vous allez voir dans notre émission aujourd'hui se sont rencontrés pour la première fois il y a quelques semaines de ça. C'était au Festival du monde arabe à Montréal. Et ils ont débattu d'une question qui, a priori, peut paraître parfaitement banale, mais qui, au fond, quand on y pense, est au cœur de l'actualité brûlante. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des voix capables de porter l'espoir dans un monde déchiré par les guerres et les conflits? Alors, lui, c'est un anthropologue bien connu au Québec. C'est un spécialiste des cultures amérindiennes, c'est Serge Bouchard. Et son complice, si on peut dire, eh bien, il est français d'origine algérienne, un spécialiste du monde musulman, c'est Mohamed Arkoun. Alors, qu'est-ce que ces deux-là peuvent bien avoir en commun? Eh bien, un plaidoyer pour un nouvel humanisme. J'en reviens pas. Le chien fuit et il a très peur. Le cheval a l'œil exorbité et apeuré. Les personnages aussi, lui a une branche et les loups sont terribles. Les Amérindiens n'ont jamais eu peur des loups, car de mémoire d'Amérindiens, jamais un loup n'est entré dans un campement indien pour manger quoi que ce soit. Les loups ont une peur, les loups d'Amérique ont une peur bleue des hommes. Il faudrait renverser le tableau et mettre les loups qui courent dans l'autre sens. Et eux, qui veulent les tuer. Pauvres loups. Ce qui me tue, c'est l'échec quand on a tant de possibilités. Moi, j'ai un respect de... Comme anthropologue, l'homo sapiens sapiens, pour moi, c'est la créature, avec sa conscience, sa possibilité. Et de performer, je dis mot performer, si mal, quand on pourrait faire si bien. Alors, ce qui me tue, c'est que toutes les cultures laissent la raison soit en friche, soit dérivée vers des mythologies et des idéologies, si bien que on a des ignorances qui s'accumulent, faute d'avoir cette raison fonctionner normalement. Ils sont terriblement lucides. Et pourtant, ils rêvent encore de refaire le monde. Serge Bouchard mène un combat constant pour inscrire les cultures amérindiennes dans l'histoire de l'humanité. Mohamed Arkoun, lui, lutte contre les intégrismes à l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman. Pendant quelques jours, le spécialiste de l'islam de l'Université parisienne de la Sorbonne et l'anthropologue spécialiste des questions amérindiennes vont découvrir qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Il faut commencer par dire que je suis né dans un village, petit village à 1200 mètres dans la montagne du Djurdjura, en Kabylie, en Algérie. La Kabylie est une région de l'Algérie de culture orale. Depuis les origines de l'Afrique du Nord, c'est la première population d'Afrique du Nord. Ma mère est analphabète. Elle ne parle que le kabyle, ni l'arabe ni le français. Mon père parle un peu le français, mais il est resté de conditions modestes. Alors je me suis échappé comme ça tout seul. Et je me suis battu tout seul, je me suis débrouillé tout seul. Et j'ai eu la passion de la découverte des autres. Voilà. Quand j'ai fait ma licence à l'Université d'Alger, licence d'études arabes et islamiques, je suis allé à Paris pour faire l'agrégation et pour préparer la thèse. Et c'est avec cette pluralité de références et de références vécues depuis mon enfance que je fonctionne. Moi, je suis venu au monde en 1947, dans l'est de Montréal. Donc, dans l'est, j'ai été élevé un petit urbain, dans une partie qui n'était pas riche. Mon père n'a pas été à l'école, il signait son nom. Et ma mère, comme souvent les femmes, elle avait la passion de l'éducation. Chez nous, ma mère faisait des discours critiques, elle critiquait Pie XII.
Alors, première fois que j'ai entendu, moi, des critiques de Pie XII sur son rôle dans la Deuxième Guerre mondiale, ses positions sur les Juifs, c'est ma mère qui disait ça. Je sais pas ce qu'elle a été chercher ça. Et elle s'était réjouie à la mort de Pie XII. Tandis que le Québec avait sombré dans une sorte de deuil, les écoles avaient fermé. Elle nous avait fait des petits sandwichs, puis elle nous avait donné du Coca-Cola en disant « C'est la fête, le Pie XII est mort. » Parce qu'elle disait, je me souviens de ses expressions, « Il n'a pas un visage très catholique. » Elle disait ça de Pie XII. Et c'était le procès de la richesse de l'institution. Alors là, ça nous ramène au Québec. Moi, à l'école, et ça, c'est le démarrage, l'histoire nationale qu'on va me présenter, d'ailleurs écrite par le clergé, ce sont les prêtres catholiques qui avaient formulé la version idéologique. Mohamed Harkoun dirait la mytho-idéologie. La mytho-idéologie. Nous apprenions que nous étions le peuple élu. Tous nos héros étaient des saints, des martyrs canadiens, des héros contre les sauvages et tout ça. Et là, tout jeune, et je rejoins Mohamed, on a une sorte de doute qui s'installe, de curiosité qui s'installe, l'injustice. J'ai perçu très jeune l'injustice en me disant, c'est pas possible que les Indiens n'aient pas été actifs. Et c'est l'anthropologie qui va répondre à mes attentes. Alors, j'ai été chez les Inuits montagnais du Labrador, vivre, apprendre la langue et me déculturer, me dépayser. Et puis, les Inuits, c'est un peuple sur 11 peuples, seulement sur le territoire du Québec. 53 ou 54 peuples sur le territoire canadien, personne ne les connaissait en 1970. Je suis malheureux de dire qu'en 2006, c'est encore le cas, à cause d'un mot malheureux que nous utilisons qui s'appelle « autochtone ». Puisque les Autochtones existent, nous n'avons pas à apprendre le nom des... Parce que dans l'idéologie, mais aussi dans l'histoire, tout ça n'est pas innocent, c'est très, très dur. L'État, la société dominante ou l'idéologie va confisquer jusqu'au nom des peuples. En 1872, après la guerre civile américaine, le général Sherman, qui dit « A good Indian is a dead Indian ». Un bon Indien est un Indien mort. Tuons-en le maximum avant de signer la paix. Plus on en tue, moins on aura de problèmes par la suite. Ils sont pas morts. Ça? Et ça, c'est à l'époque. Comment peut-on penser ça alors que la modernité est là? Est là. Et ça, c'est la grande question. Ça a été mon problème constant depuis ma jeunesse, comme je l'ai dit. Voilà. Ça ne m'a jamais quitté. J'ai commencé à ouvrir les yeux sur la société pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire un moment extrêmement difficile. Et tout ce qu'il vient de dire sur la mytho-idéologie, j'ai grandi dedans aussi. Donc il fallait s'arracher à ça. Quand les Français arrivent en Algérie, ils arrivent avec les idées de la Révolution. Donc vous avez le christianisme d'un côté qui pousse, qui va entreprendre son travail missionnaire pour délivrer les musulmans de leur religion fausse, et puis la modernité qui va apporter l'émancipation moderne, les droits de l'homme, etc. Mais rien de tout cela n'a été fait, en réalité. C'est le fait colonial qui va l'emporter. Voilà l'histoire dialectique des sociétés, des cultures et des civilisations. J'appelle ça la dialectique des puissances et des résidus. C'était de grands bâtisseurs qui aussi ont animé un moment de la civilisation. Et c'est constant, et ça continue. Autrement dit, là, il y a l'échec de la modernité, l'échec de la raison des Lumières, qui, au lieu précisément de corriger cette dialectique des puissances qui réduisent le reste des sociétés à l'état de résidus appelés à être effacés de la carte, voilà. Au lieu de découvrir ce que nous commençons aujourd'hui à découvrir, à montrer, à essayer de rétablir et entrer dans l'âge d'une histoire solidaire des peuples,
Au lieu de faire cela, on a quand même perdu tout le 19e siècle. Et le 20e siècle. Et le 20e siècle, parce que l'horreur des horreurs, c'est que la guerre punitive, la guerre conquérante a eu lieu en mars 2003. Et aujourd'hui seulement, nos voix sont faibles. Les voix des anthropologues sont faibles jusqu'à présent. Les anthropologues sont regardés encore comme des ethnographes qui nous décrivent les curiosités des sociétés attardées et des cultures attardées. On en est là. Moi, mon ami qui est mort l'année dernière, qui avait mon âge, c'était un homme de parole. Et c'est un homme brisé par la maladie, brisé par la société. Et ses yeux ont été lumineux et vivants jusqu'à sa mort, car il m'a toujours dit, quand tout ça va être terminé, nos enfants seront beaux et vont jouer ensemble. Il y avait cette... C'est pas possible que nous mourions pour rien, que nous ayons été défaits pour rien. Il y avait cette foi. Il y avait des paroles de prophètes. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Mohamed Harkoun et Serge Bouchard sont deux humanistes qui rêvent d'un monde meilleur. Maintenant, ce que vous allez voir dans la deuxième partie de notre émission, c'est que tous les deux souhaitent que le religieux soit plus spirituel. Les théologies fabriquées au Moyen-Âge sont des théologies d'exclusion réciproque. L'islam exclut les deux autres en disant « c'est la dernière fois que vous entendrez la parole de Dieu » et le prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Les Juifs disent « non, 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 tout ça, c'est comme je vous ai dit, ils en restent là où ils sont ». Et le christianisme dit « pardon, pardon, c'est nous qui avons donné à la religion vraie la vraie vocation universelle et universalisable. » Nous en sommes là. Serge Bouchard et Mohamed Harkoun se retrouvent dans un environnement familier, le monde des livres. Ils ont eux-mêmes écrit plusieurs ouvrages qui racontent le passé pour mieux comprendre le présent. Voilà. Merci. Ce soir, les deux penseurs sont réunis pour parler du retour du religieux. Et comme d'habitude, c'est l'islam qui retient le plus l'attention. On n'a jamais eu autant de moyens pour savoir, et nous n'en savons rien. L'islam, je sais ce que c'est, et je n'en veux rien savoir, puisque c'est d'emblée l'ennemi. L'islam est sur la sellette parce que les musulmans ont pris énormément de retard pour parler d'eux-mêmes, pour construire leur propre savoir sur leur propre religion, et parce que, surtout depuis les indépendances, l'islam est devenu un instrument de lutte politique. Le retour du religieux s'effectue après les années 60. Et ça, je peux en parler en tant qu'Algérien, français-algérien, parce que je l'ai vécu des deux côtés. Le peuple algérien a vécu un enthousiasme, un sentiment euphorique de libération après l'indépendance. L'islam n'occupait presque pas de place dans le discours politique d'alors. Alors que s'est-il passé? Il s'est passé qu'il y a eu un échec politique. Toutes ces aspirations déclenchées par la libération et nourries par le discours de mobilisation pour la guerre, pendant la guerre, comme tous les discours de mobilisation, vont être complètement trahis. Si bien que l'opposition et l'État utilisent le même trésor symbolique pour se battre pour le pouvoir. Moi, je critique l'islam
en utilisant les grands textes de l'islam, les grands penseurs de l'islam qui ont écrit en langue arabe au Moyen Âge. Ce sont des textes dont tous les musulmans dépendent pour dire « je suis musulman ». Par conséquent, quand je prends un grand texte médiéval et que je leur explique ce texte, automatiquement, ils sont dans une attitude de respect et de réception. La critique qu'ils n'acceptent pas, c'est celle qui vient de l'extérieur, surtout dans les moments que nous vivons, qui sont des moments de violence et d'exclusion mutuelle violente des deux côtés. Je souffre de cette situation. Je souffre et c'est pour cela que je suis un membre actif, non pas de la cité musulmane seulement, mais de la cité mondiale qui est en train de souffrir de la même façon. Parce qu'en Occident aussi, il faudrait faire ce travail. La mytho-idéologie en Amérique est considérable depuis le 11 septembre. Considérable. Elle a pris le dessus sur beaucoup de choses. Moi, je pense même qu'elle était considérable avant le 11 septembre. Après le 11 septembre, ça va s'accélérer. Puis là, on va voir, il y a une lumière encore qui est projetée. Le mot-clé ici, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, Mohamed Harkoun mène un combat contre ce qu'il appelle les ignorances institutionnalisées en matière de religion. Il se bat en France pour qu'on introduise un programme sur les cultures religieuses dans les écoles secondaires afin de détruire les vieux mythes qui emprisonnent les consciences dans les guerres moyenâgeuses. Il y a une majorité de Français qui dit « Je ne veux pas entendre parler de l'enseignement du fait religieux ». Il ne s'agit pas d'enseigner les religions, du catéchisme, etc. Non, mais étudier le fait religieux est une nécessité scientifique, philosophique, culturelle, humaniste. Absolument, absolument. Absolue. Nous ne tuerons pas l'esprit chez les humains. D'ailleurs, l'espérance de l'humanité passe par sa spiritualité. Et tout le reste, bien sûr, tout le reste. Mais on ne peut pas tuer Dieu comme ça, par décret ou par philosophie. Nous avons des leçons, justement, ce que Mohamed Harkoun appelle ces peuples qu'on considère des peuples résidus, qui ont gardé, je ne dirais pas cette foi parce que le mot est piégé, mais qui ont gardé, oui, cette relation avec un monde merveilleux et qui ne sont pas mal à l'aise avec les angoisses et qui sont capables d'avoir une relation saine avec la complexité du monde. Et savez-vous, ce monde meilleur, il en parle toujours comme d'un monde réuni. Cette vieille idée du cercle qui a été brisée. Il faudrait réunir le monde. C'est comme s'il nous envoyait le message. La vie a tellement de sens que toutes les religions réunies ne suffiraient pas à apaiser notre soif de spiritualité. Et Naidzo, le prophète danais du Grand Lac de l'Ours, à la commission Berger, je pense que c'était en 1973 ou 1974, avait fait cette belle déclaration qui avait soufflé tous les participants, mais on n'en a jamais tiré le sens. Il avait dit, nous, les Danais, les Atapascans, il veut dire nous, les Indiens, nous avons toujours été, nous étions trop spirituels pour être facilement religieux. Être religieux, c'est une chose. La spiritualité, c'est une chose. C'était l'ouverture. Ils ne se connaissaient pas. Ils se sont reconnus. Des montagnes de la Kabylie à l'est de Montréal, d'Alger au Labrador en passant par Paris et le Grand Lac de l'Ours, ils ont tissé en quelques jours l'histoire de leur quête commune, celle d'un monde capable de se réconcilier avec sa propre humanité. Mohamed Harkoun et Serge Bouchard sont deux intellectuels particulièrement prolifiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Chacun de leur côté, ils ont écrit plusieurs livres, dont voici quelques titres.
De Serge Bouchard, Le moineau domestique, et puis aussi Récit de Mathieu Metsokosho, Chasseur Inou, et de Mohamed Harkoun, De Manhattan à Bagdad, Au-delà du bien et du mal, et puis aussi un classique, La pensée arabe, c'est publié chez Que sais-je. On l'a vu dans la première partie de notre émission, Mohamed Harkoun et Serge Bouchard sont deux humanistes qui rêvent d'un monde meilleur. Maintenant, ce que vous allez voir dans la deuxième partie de notre émission, c'est que tous les deux souhaitent que le religieux soit plus spirituel. Les théologies fabriquées au Moyen-Âge sont des théologies d'exclusion réciproque. L'islam exclut les deux autres en disant « c'est la dernière fois que vous entendrez la parole de Dieu » et le prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Les Juifs disent « non, 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 tout ça, c'est comme je vous ai dit, ils en restent là où ils sont ». Et le christianisme dit « pardon, pardon, c'est nous qui avons donné à la religion vraie la vraie vocation universelle et universalisable. Nous en sommes là. Serge Bouchard et Mohamed Harkoun se retrouvent dans un environnement familier, le monde des livres. Ils ont eux-mêmes écrit plusieurs ouvrages qui racontent le passé pour mieux comprendre le présent. Voilà. Merci. Ce soir, les deux penseurs sont réunis pour parler du retour du religieux. Et comme d'habitude, c'est l'islam qui retient le plus l'attention. On n'a jamais eu autant de moyens pour savoir et nous n'en savons rien. L'islam, je sais ce que c'est et je n'en veux rien savoir, puisque c'est d'emblée l'ennemi. L'islam est sur la sellette parce que les musulmans ont pris énormément de retard pour parler d'eux-mêmes, pour construire leur propre savoir sur leur propre religion, et parce que, surtout depuis les indépendances, l'islam est devenu un instrument de lutte politique. Le retour du religieux s'effectue après les années 60. Et ça, je peux en parler en tant qu'Algérien, français-algérien, parce que je l'ai vécu des deux côtés. Le peuple algérien a vécu un enthousiasme, un sentiment euphorique de libération après l'indépendance. L'islam n'occupait presque pas de place dans le discours politique d'alors. Alors que s'est-il passé? Il s'est passé qu'il y a eu un échec politique. Toutes ces aspirations déclenchées par la libération et nourries par le discours de mobilisation pour la guerre, pendant la guerre, comme tous les discours de mobilisation, vont être complètement trahis. Si bien que l'opposition et l'État utilisent le même trésor symbolique pour se battre pour le pouvoir. Moi, je critique l'islam en utilisant les grands textes de l'islam, les grands penseurs de l'islam qui ont écrit en langue arabe au Moyen-Âge. Ce sont des textes dont tous les musulmans dépendent pour dire « je suis musulman ». Par conséquent, quand je prends un grand texte médiéval et que je leur explique ce texte, automatiquement, ils sont dans une attitude de respect et de réception. La critique qu'ils n'acceptent pas, c'est celle qui vient de l'extérieur, surtout dans les moments que nous vivons, qui sont des moments de violence et d'exclusion mutuelle violente des deux côtés. Je souffre de cette situation. Je souffre et c'est pour cela que je suis
un membre actif, non pas de la cité musulmane seulement, mais de la cité mondiale qui est en train de souffrir de la même façon. Parce qu'en Occident aussi, il faudrait faire ce travail. La mytho-idéologie en Amérique est considérable depuis le 11 septembre. Considérable. Elle a pris le dessus sur beaucoup de choses. Moi, je pense même qu'elle était considérable avant le 11 septembre. Après le 11 septembre, ça va s'accélérer. Puis là, on va voir, il y a une lumière encore qui est projetée. Le mot-clé ici, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, Mohamed Harkoun mène un combat contre ce qu'il appelle les ignorances institutionnalisées en matière de religion. Il se bat en France pour qu'on introduise un programme sur les cultures religieuses dans les écoles secondaires afin de détruire les vieux mythes qui emprisonnent les consciences dans les guerres moyenâgeuses. Il y a une majorité de Français qui dit « Je ne veux pas entendre parler de l'enseignement du fait religieux ». Il ne s'agit pas d'enseigner les religions, du catéchisme, etc. Non, mais étudier le fait religieux est une nécessité scientifique, philosophique, culturelle, humaniste. Absolument, absolument. Absolue. Nous ne tuerons pas l'esprit chez les humains. D'ailleurs, l'espérance de l'humanité passe par sa spiritualité. Et tout le reste, bien sûr, tout le reste. Mais on ne peut pas tuer Dieu comme ça, par décret ou par philosophie. Nous avons des leçons, justement ce que Mohamed Harkoun appelle ces peuples qu'on considère des peuples résidus, qui ont gardé, je ne dirais pas cette foi parce que le mot est piégé, mais qui ont gardé, oui, cette relation avec un monde merveilleux et qui ne sont pas mal à l'aise avec les angoisses et qui sont capables d'avoir une relation saine avec la complexité du monde. Et savez-vous, ce monde meilleur, il en parle toujours comme d'un monde réuni. Cette idée, vieille idée du cercle qui a été brisée, il faudrait réunir le monde. C'est comme s'il nous envoyait le message. La vie a tellement de sens que toutes les religions réunies ne suffiraient pas à apaiser notre soif de spiritualité. Et Naidzo, le prophète danais du Grand Lac de l'Ours, à la commission Berger, je pense que c'était en 1973 ou 1974, avait fait cette belle déclaration qui avait soufflé tous les participants, mais on n'en a jamais tiré le sens. Il avait dit, nous, les Danais, les Atapascans, il veut dire nous, les Indiens, nous avons toujours été, nous étions trop spirituels pour être facilement religieux. Être religieux, c'est une chose. La spiritualité, c'est une chose. C'était l'ouverture. Ils ne se connaissaient pas. Ils se sont reconnus. Des montagnes de la Kabylie à l'est de Montréal, d'Alger au Labrador en passant par Paris et le Grand Lac de l'Ours, ils ont tissé en quelques jours l'histoire de leur quête commune, celle d'un monde capable de se réconcilier avec sa propre humanité. Mohamed Harkoun et Serge Bouchard sont deux intellectuels particulièrement prolifiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Chacun de leur côté, ils ont écrit plusieurs livres, dont voici quelques titres. De Serge Bouchard, Le moineau domestique, et puis aussi Récit de Mathieu Metsokosho, Chasseur Inou. Et de Mohamed Harkoun, De Manhattan à Bagdad, Au-delà du bien et du mal, et puis aussi un classique, La pensée arabe, c'est publié chez Que sais-je.